Toujours en direct depuis le plateau télévision du Grand Est numérique 9e édition. Nous sommes au rez-de-chaussée sur un plateau produit par l'agence Grand Angle. Et l'un des derniers intervenants de ce matin se cache dans vos poches, mesdames, messieurs. Il est avec vous sans que vous le sachiez, puisque c'est un outil particulièrement utilisé par les fans de musique, puisque j'ai la chance, et je dirais même le plaisir et l'honneur de recevoir l'un des cofondateurs de l'application Shazam, qui vous permet de reconnaître n'importe quel titre de musique. Dheeraj Mukherjee, bonjour. Merci, bonjour. Vous avez le sourire, mais nous avons le sourire, parce que grâce à vous, nous sommes maintenant incollables sur les musiques. Alors vous avez un petit peu, comment dire... flinguer les soirées blind test, puisqu'il y a toujours un petit malin qui sort son téléphone et qui essaye de tricher. Mais sinon, à part ça, je ne peux vous dire que bravo. En deux mots, l'histoire de Shazam, quelle est-elle ? L'histoire de Shazam, c'était, on était trois amis, on cherchait une idée pour lancer une boîte. À l'époque, c'était à la mode d'être entrepreneur. Oui. Et on s'est dit, on voulait être entrepreneur aussi, mais on n'avait pas de bonnes idées. Et mon ami Chris, on entendait de la musique partout, dans les clubs, dans les pubs, dans les cafés et tout ça. Vraiment, il était tellement nul en musique qu'il ne savait jamais ce qu'il jouait. Et c'est comme ça qu'il est tombé sur l'idée de Shazam. Et finalement, après, c'était très très simple. Non, je plaisante. C'était très compliqué, mais c'était le point de départ. Oui, le point de départ, c'est ça. Donc, essayer de retrouver. Derrière, qu'est-ce qui se cache sans rentrer dans la technologie pure, mais qu'est-ce qui se cache derrière Shazam où on met son téléphone pendant quelques secondes ? Qu'est-ce qu'il y a dans l'arrière-boutique ? Heureusement que vous n'avez pas demandé que j'explique la technologie parce que je suis incapable. Mais en fait, mon autre partenaire, Evry, c'est un scientifique hyper doué qui a inventé l'algorithme qui est à la base de la magie de Shazam d'un certain côté, et ça continue à évoluer. Mais c'est aussi une base de données de musique. Au départ, il y avait 1 million de chansons. Maintenant, il y a plus de 30 millions. Donc, c'est vraiment reconnaître n'importe quelle chanson, n'importe où. Et c'est pouvoir satisfaire le désir des utilisateurs. C'est vraiment quelque chose qui énerve, qu'on ne sait pas quand c'est qui chante. Oui. Et maintenant, pour pouvoir lier avec Apple Music ou Spotify, pour entendre cette musique quand on veut. Alors, il y a beaucoup de choses et ça a pris beaucoup de temps pour arriver à ce point très très simple de capter la musique et d'entendre et d'en profiter. Combien de temps de recherche et développement ? Alors, ça nous a pris 3 mois pour inventer la technologie de base, pour prouver que ça a été possible. Après, ça a pris plusieurs années pour améliorer, pour affiner, il y avait des complexités du point de vue technologique qu'on n'a pas pu prévoir. Et ensuite, encore une dizaine d'années pour que ça continue à être aussi puissant que possible. Et c'était vrai qu'on a créé la catégorie. Donc, on était le premier service. Mais on a eu des concurrents aussi. Il y a eu des challengers. Oui, il y a eu des challengers. Il y a une boîte qui s'appelle SoundHound. Donc, il y a une époque où on était vraiment très nerveux qu'on allait être dépassé. Mais en fin de compte, on a eu beaucoup de chance de rester en tête du point de vue technologique. Aussi, il y a beaucoup d'aspects du business, évidemment le marketing et tout ça aussi. Comment vous expliquez justement le fait d'être resté devant ? C'était quoi ? C'était la qualité du catalogue que vous aviez à l'intérieur, ces millions de chansons ? C'était la technologie pure ? Vous savez, du départ, Chris a dit il faut vraiment que ça marche tout le temps. C'est pas suffisant que ça marche 80%, 90%, il faut vraiment que ça marche 100%. Et parfois, il y avait des débats parce que ça coûte beaucoup. Entre 90 et 100%, c'est un grand challenge. Mais en fin de compte, les consommateurs et les consommatrices, ils veulent quelque chose qui est fiable. Et si ça marche 5% ou 10% mieux que la concurrence, dans ce cas-là, on a parfois 100% du marché. Et c'est ce qui se passait dans ce cas-là. Toujours avec Dheeraj Mukherjee, l'un des fondateurs de Shazam. Ça remonte déjà aux années 2000, au tout début des années 2000. C'est dire si ça n'est pas d'hier. Je rappelle que Shazam maintenant a été
acheté et passé sous la coupe d'Apple, qui a senti évidemment tout l'intérêt de cette application. Et je parle ici, mesdames, messieurs, un homme très souriant et très simple qui quand même fait partie des 50 meilleurs entrepreneurs technologiques d'Europe, salué par le Financial Times. C'était en 2015. Merci en tous les cas de venir à Gênes et de partager un peu de temps avec nous. Alors aujourd'hui, Shazam a été vendu, les sommes sont connues et vous avez décidé d'occuper votre temps en aidant les autres dans ce qu'on appelle la tech for good. C'est ça. On me demande parfois si j'ai une autre idée en tête. J'avoue, pas du tout. Non, c'est vide, il n'y a rien là-dedans. Mais il faut passer quand même que j'essaie de profiter de l'expérience que j'ai eue avec tout ce qu'on a appris au cours des 18 ans, avec les challenges qu'on a eus, mais pour aider les entrepreneurs qui, au départ, essayaient de monter une boîte qui a de l'impact, quelque chose de positif. Et honnêtement, c'est moi qui apprends le plus. Parce que je vois les idées qu'ils ont, je vois l'énergie qu'ils portent, je vois l'ambition qu'ils ont. Et franchement, mes histoires d'il y a 20 ans, c'est pas très intéressant. C'est plutôt le fait qu'il y a quelqu'un qui puisse les encourager, qui puisse ouvrir un peu quelques portes, ou les réseaux d'investisseurs, par exemple, et leur donner un peu de confiance, parce que c'est l'ingrédient vital pour n'importe quel entrepreneur. Néanmoins, vous dites c'est moi qui apprends, mais vous leur apprenez aussi des choses. Qu'est-ce que vous leur apportez après 20 ans de vie, j'allais dire, avec Shazam, qui est toujours un très beau succès, mais qui n'est pas passé loin aussi de passer à la trappe. C'est ça. Qu'est-ce que vous leur apprenez? Alors, je leur apprends rien du tout. Je leur permets d'anticiper des problèmes avant que ces problèmes soient en vue. Parce que lancer une boîte, c'est toujours en ligne droite. On croit, on grandit, il y a des succès, il y a souvent des challenges. Mais avec mon expérience, ça me permet de voir un peu plus loin qu'eux et d'anticiper à des choses qui ne sont pas évidentes. Et c'est la seule chose que j'essaie de contribuer. Quels sont les domaines? La tech for good, c'est assez large. Quels sont, vous, les domaines qui vous touchent particulièrement et dans lesquels vous avez envie de vous impliquer? Alors, j'ai plusieurs investissements dans ce domaine. Le premier, je suis impliqué avec une boîte qui s'appelle Mivité, qui essaye de réduire la discrimination inconsciente. Donc, comme humain, c'est normal de discriminer, même si on n'est pas conscient de ça, à la base de race, par exemple, ou si quelqu'un est étranger, par exemple. Mais avec l'artificial intelligence, c'est possible de réduire cette discrimination et ça aide le recrutement. Alors, je suis très fier de cette équipe qui sont hyper doués d'Oxford et qui font beaucoup de progrès depuis 3 ans. Mais aussi d'autres choses. Par exemple, j'ai investi dans une boîte qui s'appelle Erase All Kittens, qui aide aux jeunes filles d'apprendre la programmation, à programmer. Parce que c'est plutôt le domaine des garçons et des hommes. Mais c'est pas forcé, c'est parce que c'est pas créé pour les filles. Et il n'y a aucune raison pour ça. J'ai investi récemment dans une boîte qui s'appelle BIM, qui aide les gens sans abri. Oui. C'est un grand problème. J'ai habité en Californie pendant plusieurs années, à San Francisco. San Francisco est une très belle ville. Il y a beaucoup, beaucoup de gens très, très riches et très, très pauvres, comme dans mon pays d'ailleurs, en Inde. Mais ce n'est pas acceptable que les sans-abri ne sont pas aidés par les gens, et BIM permet de faire ça. Plus récemment, j'ai investi dans une boîte qui s'appelle On Hand, et c'est pour faciliter le volontariat. Donc des employés des grandes boîtes qui veulent ou qui ont le droit de passer un jour, par exemple, ou plusieurs jours par an, mais ils n'ont pas les possibilités de trouver des opportunités pour le volontariat. Donc c'est une grande gamme de choses différentes. Oui, de choses différentes, pardon de vous interrompre, Dhiraj, mais non. De choses différentes, mais il y a, d'après ce que je ressens, un fil conducteur qui est l'humain. J'ai l'impression que vous êtes très sensible à ça, que ce soit pour les sans-abri, la discrimination, voilà, vous êtes dans l'humain. Je ne m'étais pas rendu compte de ça, mais vous avez bien raison. Oui. Mais ce qui m'intéresse, qui m'intrigue pour le moment, c'est la crise du climat. Et là, c'est une crise qui touche
tous les humains, en fait. Maintenant, je reviens au lien que vous avez découvert là. Mais le fait, c'est que c'est vraiment un problème global, un problème que ça ne va pas être résolu avec seulement les gouvernements, ce n'est pas l'entreprise privée, c'est vraiment tous agir d'une manière coordonnée. Et mon rôle, c'est d'aider les entrepreneurs qui essaient de trouver les technologies qui vont changer la société comme on le connaît. Et comme toujours, c'est moi qui apprends le plus, mais c'est ce qui me passionne pour le moment. Est-ce que dans les entreprises dans lesquelles vous avez investi, que vous suivez, il y en a de plus avancées que d'autres sur le point de vue industrialisation du produit final? Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que, enfin, je trouve que l'histoire d'un entrepreneur, c'est toujours la même chose. C'est une bonne idée, de la passion, une équipe qui est vraiment impliquée. Il y a toujours des gens qui disent oh, c'est pas possible, il y a toujours des challenges. Mais en fin de compte, c'est survivre, c'est de jamais se dire que c'est pas possible. Et c'est vrai qu'on peut jamais anticiper. Et parfois, le marché peut changer très très rapidement. Malheureusement pour moi, quand on a lancé la boîte, je ne savais pas que ça allait durer 18 ans du point de départ jusqu'à la fin, mais j'ai beaucoup appris à travers cette expérience et c'est ce que j'essaie de faire quand je travaille avec les équipes de management, c'est de leur montrer que c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Un mot pour conclure. Oui. Le plus grand enseignement de l'histoire de Shazam à titre personnel, qu'est-ce que vous en tirez comme enseignement ? Comme enseignement, au point de départ, c'était une aventure. C'était le rêve. Et maintenant, quand je pense à ma vie, la chose la plus importante, c'est les amitiés qui ont été créées à travers cette boîte. Et l'opportunité que ça me donne de venir ici à Metz, par exemple, de rencontrer des gens qui échangent des histoires. Mais vous avez tout à fait raison, c'est le fil humain et que j'en étais pas conscient. Mais c'est ça le plus important pour moi. Eh bien, merci beaucoup Dhiraj Mukherjee, le cofondateur de Shazam, dans un français parfait, alors que vous n'avez séjourné que 2 petites années à Paris. Donc voilà, ça nous donne aussi, nous, un peu d'humilité pour l'apprentissage des langues, les langues des autres. Merci en tous les cas, et merci de me soulager quand je ne sais pas quel est le titre qui passe à la télévision ou à la radio. C'est une super bonne idée. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jérôme, c'était un grand plaisir. À bientôt. À bientôt, au revoir.